C'est pas une question de bonne conscience, l'écologie. C'est une question de faire monde, faire société, construire société. Et donc, il ne s'agit pas de se racheter une conduite. Pour le dire autrement, l'écologie politique devra-t-elle imposer? Oui, c'est de la grande question de l'autoritarisme, qui est une question centrale dans le mouvement de l'écologie, les mouvements de l'écologie. Et Murray Bookchin, qui va être un peu le philosophe que je vais un peu vous exposer maintenant, était justement très critique par rapport à l'écologie profonde, parce qu'il voyait un autoritarisme assez exécrable, lui qui était anarchiste profondément et contre les hiérarchies, contre la domination de l'humain par l'humain, eh bien était extrêmement critique par rapport à l'écologie profonde. Et c'était pas du tout un technophobe, Murray Bookchin. Alors, Murray Bookchin, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à lire ses livres. C'est vraiment pour moi le point de départ. C'est un autodidacte, il a une pensée vraiment très intéressante. Murray Bookchin nous a quittés en 2006. 2006, on n'est pas encore vraiment dans le web 2.0. 2006, Twitter n'existe pas. 2006, Facebook n'est absolument pas démocratisé. Les réseaux sociaux, on ne sait pas trop ce que c'est l'époque des blogs. Et 2006, YouTube naît à peine. Donc c'est très important, la cybermodernité qui est le fruit de tout ce que je viens de citer et de bien d'autres choses, et surtout le smartphone, ce qu'on appelle le smartphone, la possibilité d'avoir des réseaux sociaux en déplacement et l'accès à Internet en déplacement. Le téléphone portable, smartphone, c'est 2007, l'écran tactile, c'est 2007. Donc 2006, c'est exactement avant la cybermodernité. Et depuis 10 ans, on est au tout début de ce que j'appelle la cybermodernité. Donc il nous quitte en 2006. Il est né en 21, ça c'est très intéressant, il a vraiment traversé le siècle, Murray Bookchin. Il naît à New York de parents juifs révolutionnaires russes, d'accord ? Donc il y a pas mal d'héritage. Il grandit dans le Bronx, qui est vraiment le chaudron de toutes les luttes ouvrières. Donc il naît vraiment dans le communisme, à New York, mais dans le communisme absolu. Autodidacte. Et très vite, il va se distancer de Marx. C'est très intéressant parce qu'il naît dans le marxisme, d'accord ? Il est biberonné au marxisme. Mais il va se distinguer de Marx sur un point très très important, dans la notion finalement de la nocivité irrationnelle du capitalisme. Donc, pour lui, le capitalisme est à critiquer non pas parce qu'il va s'autodétruire et qu'il vise finalement le chaos à long terme, mais fondamentalement parce qu'il détruit notre environnement naturel. Le capitalisme pour Murray Bookchin, c'est vraiment le combat livré à l'environnement naturel. Le capitalisme produit une société qui va à l'encontre de la santé humaine et de la nature. Et c'est là-dessus que c'est très très intéressant, c'est que dans ce dépassement, il crée l'écologie sociale. Il écrit un pamphlet en 1964, Écologie et pensée révolutionnaire, que je vous recommande. Et il dit cette phrase très importante, je vous la dis de mémoire. Il dit finalement l'obligation de domination que nous donnons à l'être humain par rapport à la nature, ça rejoint un peu Descartes, l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature, hein, l'injonction cartésienne. Et finalement, tout ça, pour Murray Bookchin, ça vient de la domination de l'humain par l'humain. Et donc c'est d'abord cette domination de l'humain par l'humain, on est au cœur de la politique, qu'il va falloir saboter, qu'il va falloir déconstruire pour qu'on déconstruise notre rapport à la nature, qui est un rapport d'exploitation. C'est très intéressant qu'en amont de l'exploitation de la nature, il met l'exploitation de nos semblables, les guerres, les conflits, le racisme, le sexisme, le genrisme, évidemment les conflits de classe. Exploitation de l'humain par l'humain, c'est tout ça. Et du coup, ça met la barre haute en termes d'écologie, c'est pas du tout les petits gestes. C'est vraiment lutter contre ces discriminations et profondément lutter contre la domination de l'humain par l'humain. Finalement, l'objectif, c'est pas la survie, il faut s'adapter et tuer les autres pour survivre, dans une logique, un délire concurrentiel, mais l'objectif, c'est le sens. Profondément, une chose a du sens quand ça suit le développement de la vie. Et la mort comme faisant partie de la vie, n'est pas inconcevable en ce sens. La mort, c'est du sens. La mort naturelle. Et profondément, j'ai l'impression que quand on dit que quelque chose a du sens, c'est que c'est ancré dans le tremblé de la vie, la possibilité de la vie, d'un déploiement de la vie. Et que
c'est ce que j'appelle le mélos. Voilà deux concepts que je vais utiliser, le télos et le mélos. Le mélos, qui vient du grec, qui veut dire un air libre, une improvisation mélodique, ça donne le mot mélodie, mélos, musique, une musicalité, quelque chose d'improvisé qui peut créer en improvisant et non pas en suivant des plans, en suivant des directives. Le mélos, c'est tous ces moments d'abandon et de lâcher prise et de d'effusion humaine qui produisent et qui créent. Ces moments de création qui ne sont pas normés par l'assignation à un objectif, à un résultat, à un productivisme de soi. Le mélos n'est pas productiviste. Vous ne jouez pas de la musique pour être productiviste. Vous ne créez pas des relations d'amitié sincères pour être productiviste. Vous ne promenez pas en forêt pour être productiviste. Vous n'êtes pas dans l'amour de vos concitoyens pour être productiviste. Le mélos, c'est la non-productivité qui est extrêmement productive, évidemment. C'est le non-contrôle qui permet un contrôle supérieur. Et j'oppose au mélos le télos. Télos, c'est le mot grec pour dire la fin, la finalité, le but, l'objectif. Et le télos, c'est vraiment organiser son action, sa pensée et sa vie pour atteindre un but prédéterminé. Alors que dans le mélos, il n'y a pas une organisation hiérarchisée. On est plutôt dans la diversité, le foisonnement, l'effervescence de la vie. Et si on atteint un but, c'est pas forcément un but qui a été fixé en amont. L'organisation hiérarchisée de domination capitaliste est une organisation télique. L'adjectif pour télos donnera télique et l'adjectif pour mélos donnera mélique. Et donc, Murray Bookchin, finalement, en disant que la nature, c'est la créativité, c'est la fécondité, c'est la coopération, insiste sur en fait le mélique. Et ce qui est très intéressant chez Murray Bookchin, c'est qu'il va essayer de penser un système d'organisation sociale, on n'est plus dans les petits gestes, dès qu'il y a organisation sociale, on n'est plus dans les petits gestes individuels, qui donnerait la part libre au mélos. Alors il ne le dit pas avec mes mots, lui il parle de cette osmose avec la vie, et il critique les petits gestes. Vous savez quel nom il donne à l'écologie des petits gestes? C'est très très beau comme nom, donc le capitalisme vert finalement. Il donne le nom de environnementalisme. L'environnementalisme, c'est justement cette mascarade écologique à laquelle on assiste depuis pas mal de temps, qui consiste à dire il y a un développement durable, on peut rester dans le capitalisme tout en faisant attention à la terre, à la non-pollution, etc. Ça c'est l'environnementalisme qui est évidemment la persistance d'un modèle qui n'est jamais remis en cause, à savoir que la nature est un gisement de ressources exploitables. C'est ce logiciel qui n'est pas remis en cause par l'environnementalisme. La nature reste un gisement, alors il faut plutôt faire attention de ne pas trop épuiser la nature, être en osmose, mais ça reste quand même une vision de la nature qui est une vision télique. Télique parce que si la nature est un réservoir qui nous autorise finalement d'exploiter ses ressources avec plus ou moins de rationalité et puis de retenue, de décroissance, etc. On n'est pas du tout dans une osmose avec la nature. On est dans une nature dont le but, télos, dont le but est de servir l'homme au bout du compte. Si la planète va mal, si l'homme est un pollueur invétéré, c'est parce qu'il y a une organisation des rapports sociaux qui est telle et telle. Et non pas parce que, on serait des égoïstes en puissance et des consommateurs sur pattes. Une lecture non politique, ce serait ça. L'homme est un bouffon, il faut le calmer, il faut que tout le monde se conscientise. La hiérarchie et le capitalisme permettent la domination de l'humain par l'humain, et cette domination de l'humain par l'humain permet la domination de la nature par l'humain. Voilà, je vous ai un peu résumé. Évidemment, tout ce qui permet ça, tout ce qui chapeaute ça, c'est une minorité qui s'accapare les ressources et qui épuise les ressources naturelles. Alors il met en place un système qu'il juge mélique. On n'est plus dans quelque chose qui est organisé par la hiérarchie. Mélos, ça veut dire musical au sens de non hiérarchisé, jazzifiant. C'est pas... Il appelle ça le municipalisme libertaire. Municipalisme parce que c'est la ville, le quartier, le village qui vont devenir l'alpha et l'oméga de ce que l'on peut faire très concrètement pour changer la donne. Et puis libertaire parce qu'on est en lutte non seulement contre la hiérarchie, mais en plus contre l'État-nation. Là, c'est vraiment, on sent l'anarchiste pur et dur, l'État-nation est l'ennemi.
l'écologie sociale a dépassé ça, notamment Janet Bill elle a écrit la biographie de Murray Bookchin, et elle était sa compagne pendant, je crois, plus de 20 ans, et maintenant elle est un peu la figure états-unienne de l'écologie sociale. Et elle dit, voilà, évidemment qu'il faut garder de l'État, parce que avoir de la sécurité sociale, c'est de l'État, lutter contre les pollueurs, l'État peut le faire, et donc on n'est plus dans cette vision anarchique où l'État est l'ennemi. Bon, mais je continue sur Murray Bookchin. Alors, qu'est-ce que c'est le municipalisme libertaire ? Le municipalisme libertaire, c'est un projet, je le cite, de démocratie communale directe, donc démocratie directe qui est à l'échelle de la commune, et qui doit s'étendre, donc des communes qui s'organisent de façon directe, donc on a des assemblées communales, on discute des budgets, on participe, il faut apprendre, il y a toute une pédagogie, une éducation populaire à mettre en place pour pouvoir comprendre les enjeux et gérer la société. Chacun est sommé de devoir gérer la société. Les communautés ainsi gérées démocratiquement vont devoir s'associer dans des confédérations. Et donc c'est du mélos, ça. Il n'y a pas une instance supérieure centralisée qui va décider de tout ça. C'est par le bas qu'il s'agit non pas de se débrouiller, mais de créer du politique. Et je crois vraiment que là, pour moi, c'est le XXIe siècle. Par le bas, on doit recréer, réinsuffler à la démocratie, et d'ailleurs le peuple n'attend que ça, par le bas. Pas par des décisions venant du haut, par des experts venant du haut, par la technocratie venant du haut, par le bas. Encore faut-il garder la boussole exploiter-exploiteur et travailler sur aussi notre possibilité d'exploiter nos semblables sans même le savoir. Donc garder une lecture politique et ne surtout pas tomber dans la lecture New Age ou psychologisante. Par le bas. Le local, ça suffit pas. Le local, c'est par le bas. C'est-à-dire que le local doit s'organiser pour devenir une puissance confédérale capable de peser comme pouvoir alternatif par rapport à l'État-nation. Parce que si ça reste que par le bas, d'abord, on peut s'enfermer dans des communautés, et puis ensuite, si c'est que par le bas, on ne pèse pas face à un État-nation et face au lobby. Pour peser face au lobby, pour peser face à la puissance économique capitaliste, il faut absolument que ça s'organise comme un pouvoir constitué. Donc, par le bas, au niveau de la commune, au niveau du village, au niveau du quartier, on s'organise en décidant dans la démocratie directe et on se fédère pour être puissant politiquement, c'est pas chacun pour soi, puissant politiquement et pouvoir peser dans la balance de la confrontation politique. Donc il est pour porter des candidats aux élections locales, il est pour une municipalisation de l'économie, j'adore ce mot, municipaliser l'économie, à l'échelle donc de la ville, penser les problèmes de l'économie, et puis il faut se fédérer, les communautés sont amenées à se fédérer contre la centralisation de l'État-nation. Il dit finalement, ceux qui vont adorer mon discours, ce sont les libertaires. Donc il est invité à Venise en 1984, il est invité par des associations anarchistes et il tient ce discours-là. Et là, il se prend des objections dans la figure qui sont tellement violentes pour lui qu'il va carrément renoncer à la politique. Et qu'est-ce qu'il dit très simplement? Il faut donc créer des communautés humaines décentralisées, adaptées. Évidemment, l'intérêt que ce soit local, municipal, c'est que c'est adapté à l'écosystème. Vous voyez, si on est au niveau du quartier, on connaît notre écosystème. Les habitants connaissent leur écosystème, connaissent leurs besoins, beaucoup mieux que des technocrates haut placés. Voilà pourquoi c'est par le bas que l'écologie peut se réinventer. Donc, adapter, les communautés sont adaptées à leur écosystème. Et évidemment, deuxième chose, il faut démocratiser les villages, les villes et les confédérer, c'est-à-dire créer un contre-pouvoir face à l'État. Donc, il se trouve à ce sommet anarchiste en 1984. Le vote à la majorité, les anarchistes, finalement, le rejettent en disant que c'est la tyrannie du grand nombre. On lui dit que les gouvernements municipaux, c'est des sortes des États-nations en miniature. On lui dit que les conseils citoyens, c'est des parlements en miniature. Et finalement, il se rend compte, et ce sera un peu sa conclusion, que l'anarchisme est absolument incompatible avec le socialisme. Anarchisme et socialisme ne peuvent être pas. Et il critique cet anarchisme en parlant de style de vie. Quand je parlais d'écologie de style de vie, finalement, lui, il parle d'anarchisme style de vie. Parce que refusant, encore une fois, d'être puissance politique. C'est-à-dire que la lecture politique, lui, venant de la culture ouvrière et révolutionnaire, il sait très bien que pour faire face
à de la puissance politique, il faut être puissance politique soi-même. Et d'ailleurs, ces idées ont essaimé chez les Kurdes, et le PKK kurde, qui a été, Öcalan a repris dans sa lutte ces visions. Donc il y a une puissance politique kurde qui s'organise selon l'écologie libertaire. En 99, il est amené à faire une conférence et il va prendre ses distances par rapport à Internet. Beaucoup disent « Waouh, il se passe quelque chose avec Internet. On arrive à pouvoir communiquer avec des gens qui sont loin de notre quartier très facilement, à être plusieurs, à décider, à voter. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de réinventer la politique ?» Il rejette les cercles d'affinité sur le net parce qu'il dit que ce n'est pas compatible avec des formes de liberté à construire. C'est son expression, forme de liberté. Il faut construire des formes de liberté vivantes, organiques, méliques, on va dire. Et ça ne propose pas, Internet, selon lui, des communautés suffisamment stables pour pouvoir peser dans la balance. Et c'est là, à mon avis, où il a tort. Encore une fois, il nous a quittés en 2006. Et on voit bien aujourd'hui avec Internet qu'on est capable finalement de sortir de l'optique de la ville et du local. Et je pense qu'un système démocratique peut être réinventé avec le souci écologique de peser politiquement dans la balance, mais en utilisant les nouvelles technologies. Ceci dit, je partage beaucoup de ces idéaux. Je partage d'abord, avant tout, cette idée de rationalité. Je pense qu'on est dans une ère où l'irrationalité prédomine. Chacun y va de ses recettes complètement fumeuses, voilà. Donc je pense que la rationalité, c'est la seule possibilité de créer un discours cohérent. Il était internationaliste dans une époque où le populisme, notamment de gauche, vise à valoriser le bleu dans le rouge au détriment du rouge. Eh bien moi je reste internationaliste. Il était antimilitariste, ça me semble assez évident si on veut penser l'écologie comme matrice nouvelle pour refonder la démocratie, selon moi, à travers la cybermodernité, c'est-à-dire à travers une modernité technologique utilisant justement les technologies de communication. Il semble évident que le militaire doit être mis en question. Il était socialiste, évidemment. Il était laïque, évidemment, pour que la diversité, si on définit la nature et même la nature humaine par sa diversité, et qu'on lutte contre l'uniformisation de l'homme et la domination de l'homme par l'homme, forcément la laïcité très simple s'invite, c'est-à-dire la tolérance sur les opinions et l'ouverture d'esprit indépendamment des chapelles, et puis évidemment libertaire. L'écologine, c'est cette substance qui fait qu'on s'englue dans du « et toi tu fais comment ?» et dans une sorte de tribunal populaire. Voilà, t'as 3 voitures, ça va pas, tu as pris l'avion, ça va pas. On peut se permettre, grâce à l'écologine, de soumettre n'importe qui face à des sortes de responsabilités inventées en restant sur son canapé à manger des chips bio. Cette sorte d'enfermement dans du faux combat dépolitisé et du devoir-être individuel, c'est un peu compliqué pour moi. L'écologie est subversive car elle met en question l'imaginaire capitaliste qui domine la planète. Il n'y a pas seulement la dilapidation irréversible du milieu et des ressources non remplaçables, il y a aussi la destruction anthropologique des êtres humains transformés en bêtes productrices et consommatrices, en zappeurs abrutis. Ça, c'est ce que j'appelle le deep curse, ce qu'il critique. Le deep curse, l'envoûtement profond en cybermodernité, c'est une société de zappeurs. Alors, c'est plus des zappeurs maintenant, c'est des individus un peu comme dans certains clips horribles où vous voyez des êtres courbés qui sont absorbés dans leurs écrans, en personnes totalement absorbées dans ces technologies. La cybermodernité n'est pas positive en soi. Elle comporte, comme tout pharmacome, le pire et le meilleur. Elle produit un envoûtement où on passe à côté de la vie et de la nature en étant obnubilé par ces écrans, on va dire écrans. Voilà. Et donc ce qu'il critique, c'est cet aspect de la cybermodernité. Je pense que la technologie est capable de nous abrutir, comme disait Castoriadis, mais la technologie est capable de nous émanciper. L'occidental développe la machine en sous-développant l'homme. Sous-développer, j'aime beaucoup cette idée que ce n'est pas un état de fait, mais c'est un acte proactif. Tu peux sous-développer l'humain. Quand il dit, Castoriadis, une destruction anthropologique, il parle d'un sous-développement conscient et programmatique. Et quand on critique le capitalisme, c'est vraiment dans cette idée d'un sous-développement de nos capacités critiques et d'alternatives politiques.